Quand on vous donne une affirmation, vous devez être capable de la remettre en question en argumentant, en ayant des arguments solides par rapport à cette affirmation ou cette assertion qui peut vous être donnée. Un biais, c'est une façon de voir à travers ces filtres mentaux. Vous voyez, chacun de nous, selon nos éducations, selon nos apprentissages, nos études, selon le milieu d'où nous venons, on voit le monde avec un filtre. Je dis toujours, les gens les plus dangereux au monde, c'est les gens qui disent quoi? On a toujours fait ça comme ça. Le monde change. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Je ne comprends pas les gens qui disent que non, eux, ils ne peuvent pas utiliser ça. C'est comme les gens, vous vous rappelez quand le cellulaire venait de sortir, bon, vous n'étiez peut-être pas né. Nous, on était nés. Quand le cellulaire venait de sortir, il y a des gens qui disent qu'ils ne vont jamais utiliser ça. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont en train d'utiliser. Le monde évolue et de la même façon que le monde évolue, votre pensée doit évoluer. Nous allons voir cet après-midi 3 choses qui sont interdépendantes. La pensée critique, la résolution de problèmes et la prise de décision. Pourquoi est-ce que je dis ces choses sont liées? C'est le module M3, parce que quand on vous donne une affirmation, vous devez être capable de la remettre en question en argumentant, en ayant des arguments solides par rapport à cette affirmation ou cette assertion qui peut vous être donnée. Quand vous remettez en question, à ce moment-là, ça devient un outil de prise de décision. La prise de décision, il y a différents outils et nous allons voir ensemble les différents outils de prise de décision parce que souvent, chacun de nous est confronté à des challenges. On ne sait pas très bien qu'est-ce que je dois prendre comme décision. D'ailleurs, même pour venir ici, vous avez dû réfléchir. Certains d'entre vous, qui parmi vous a eu des interrogations, s'est interrogé avant de venir ici et prendre la décision de venir faire cette formation? Oui? D'accord, plusieurs d'entre vous. Donc, il faut savoir comment prendre une décision judicieuse. Il y a aussi un processus. Une fois qu'on sait prendre une décision et résoudre un problème, ça va ensemble aussi. Quand on résout un problème, ça peut nous amener vers une prise de décision ou alors tout simplement vers une solution, une orientation par rapport à un problème donné que nous avons. Donc, nous allons voir ce module ensemble cet après-midi et nous allons le voir de façon très très pratique avec des études de cas, etc. Donc voilà. Qui a des challenges pour résoudre des problèmes? Une problématique complexe. Je ne parle pas de problème simple. Vous êtes amené à programmer et souvent, qu'est-ce que vous allez prendre comme décision? Est-ce que je vais faire? Donc vous n'avez pas de problème, vous savez résoudre les problèmes facilement? On peut aller se coucher, on n'a pas besoin de faire le cours du coup. Alors, je veux vous apprendre à réfléchir. C'est très important. Il faut sortir du style où, voilà, on ne m'a pas dit ça à l'école, je n'ai pas le papier en face de moi, je n'ai pas vu, non. On m'a dit ça, et c'est ça la pensée critique. La pensée critique, c'est être capable tout simplement d'utiliser son cerveau en se disant, c'est pas parce qu'on m'a dit que la Terre est ronde ou que la Terre est carrée que je ne dois pas remettre ça en question, je vais réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas logique? D'accord? Alors, la pensée critique, qui va faire le cours pour moi? C'est la capacité à analyser et évaluer les informations qu'on vous donne de façon rationnelle pour arriver à une conclusion et une solution éclairée. On va faire des cas, des études de cas. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la pensée critique? Il y a 3 points. D'abord, il faut analyser la situation. Donc, notez parce que vous allez faire des cas pratiques. Il faut analyser la situation, donc comprendre et décomposer une information. On vous dit, voilà, il faut faire une application pour gérer ou une solution pour gérer des stagiaires. Qu'est-ce qu'il y a dans gérer les stagiaires? Je vais décomposer. Je vais demander déjà à la partie prenante qu'est-ce qu'il veut. Mais quand il va me dire tout ce qu'il veut, il faudra que je puisse décomposer et comprendre l'information qu'il me donne. Si je ne comprends pas l'information qu'il me donne, je ne serai pas en mesure de lui trouver sa solution. Deuxièmement, il faut évaluer. D'accord, vous me dites que vous faites ça. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, le papier qui circule, tout le monde a accès au fichier des stagiaires? Il faut remettre en question. Vous analysez, ensuite vous évaluez. C'est très important d'évaluer. Ensuite, il y a l'interprétation.
quel est le sens que vous donnez à ces informations? Il faut relier les informations au contexte, à la réalité. Et enfin, c'est à vous de faire de la déduction, tirer des conclusions qui sont logiques ou pas. Donc si vous m'avez dit que je dois faire la gestion du fichier des stagiaires, comment on doit les gérer, de façon à pouvoir savoir qui on va payer, quelle prime on va payer, depuis combien de mois ils sont là, etc. Je dois pouvoir savoir si réellement tout le monde n'a pas accès au fichier. Il y a des personnes qui vont vous dire non, nous, quand vous allez faire votre due diligence, vérifier auprès des différentes parties prenantes, certains vont dire non, nous, normalement, on doit avoir accès au fichier. Je suis directeur du département, mais je n'ai pas accès au fichier. Je ne sais pas qui est stagiaire ou je ne sais pas pour combien de temps ils sont stagiaires. Des informations manquent. Donc vous allez évaluer ça. C'est très important de pouvoir contextualiser. Vous allez ensuite voir est-ce que ça a du sens? Comment est-ce que l'information doit circuler? Donc c'est très important en tant que programmeur, analyste, développeur, que vous soyez en mesure d'analyser une information qu'on vous donne, de l'évaluer, de l'interpréter. Donc si le directeur du département n'a pas, alors que pour le RH ça arrive, il y a un problème, il faut que je vois comment est-ce qu'on va résoudre ça. Et enfin, tirer les déductions et voir comment dans votre analyse informatique, à ce moment-là, vous allez, Meurice par exemple, vous allez mettre toutes ces informations de façon à apporter une solution complète. D'accord? Donc, je vais vous demander, comme ça, à quel moment dans votre vie est-ce que vous avez déjà dû utiliser votre pensée critique? Est-ce que vous avez un exemple concret? Qui a un exemple d'un moment où il a dû utiliser sa pensée critique? Vas-y. À quel moment dans ta vie tu as dû utiliser ta pensée critique? Oui, ton voisin. Oui. Vous l'entendez? Même son voisin ne l'entend pas. Tu peux te mettre debout et parler de façon audible et forte? Est-ce que tu peux être plus précis? Tu dis lors de rédaction. Comment tu utilises ta pensée critique lors de rédaction? Tiens-toi droit. Posture. Est-ce que tu as un exemple concret? Parce que lors de rédaction, pour moi... D'accord, pour argumenter des sujets. Alors ça, c'est peut-être quand on te donne un sujet et tu dois argumenter. À ce moment-là, tu utilises ta pensée critique. Très bon exemple, merci. Oui, vas-y. Lors des polémiques et des débats, tout à fait. Comment tu fais? Tu analyses le sujet. Ok. Ok. Très bien. Une troisième personne, oui, vas-y. Madame, lors d'un test de logique. Un test de logique. Le surveillant était venu, le sujet était là. Il a donné une partie de la suite du questionnaire du sujet. Et là, c'était très compliqué parce qu'il fallait réussir à coller les deux. D'accord. Répéter que deux fois. Donc il vous a donné un sujet et il ne vous a pas donné tout le sujet en entier et vous deviez utiliser votre pensée critique pour déduire la suite du sujet. Et il n'a dit ça que 2 fois. Est-ce que tu as pu t'en sortir? Non, dis-nous, laissez-le s'exprimer. Madame, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce, ça veut dire quoi? Ça, c'est des embrouilles, ça. Madame, oui. Tu as pu t'en sortir? Ok, merci beaucoup. Oui, le bavard, tu avais dit, tu as levé la main et maintenant tu bavardes, vas-y. Lors d'un match de basket, oui. Excusez-moi, j'aimerais l'entendre. J'ai pas très bien compris, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter? D'accord.
D'accord, tu composes les équipes de basket. Donc il faut clarifier, d'accord. Lors de la composition des équipes de basket, tu utilises ta pensée critique comment? D'accord. Tu évalues les performances des joueurs, c'est un critère, d'accord, la taille. Ça, c'est plus une prise de décision, non? Là, tu es plus dans un processus de prise de décision que dans un processus de pensée critique. Là, tu es plus dans un processus de prise de décision. La pensée critique, c'est vraiment remettre en question quelque chose pour pouvoir construire un argumentaire et contre-argumenter. Que ce soit quelque chose. Tu vas utiliser ta pensée critique si on t'impose des joueurs. À ce moment-là, tu vas utiliser ta pensée critique. Tu vas dire non, ce joueur-là, je ne veux pas parce que ceci, cela. Mais dans le cas où c'est toi qui choisis les équipes, les joueurs, c'est tout. Ça, c'est ta prise de décision personnelle. D'accord? La différence. OK? Donc, je vais vous donner 3 objets, le nom de 3 objets, et vous allez réfléchir à des scénarios où vous allez trouver des points communs entre ces objets. Alors, un lit, une plante et un ordinateur. Alors, quels sont les points communs entre ces 3 objets? D'accord? Dans quel contexte peuvent-ils être utilisés ensemble? Et enfin, quelles hypothèses pouvez-vous formuler à leur sujet? Vous allez réfléchir. Vous avez 5 minutes. Un lit, une plante. Et j'ai dit quoi? Un ordinateur. Je vous blague, je vous taquine. Si vous voulez, je peux répéter les questions de réflexion. C'est juste des questions de réflexion que je vous donne. Quels sont les points communs entre ces 3 objets? Éventuellement, c'est juste des questions random. Ce n'est pas des questions que je vous dis juste des questions comme ça, mais c'est à vous de trouver le lien entre les 3. Moi, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut les utiliser ensemble? Et qu'est-ce que vous pouvez créer comme hypothèse? C'est parti, vous avez 5 minutes. Mettez-vous en équipe pour réfléchir. Trouvez des liens, des points communs entre un lit, un ordinateur et une plante, qui sont des mots que je vous ai dit de façon totalement arbitraire, au hasard. Mais vous avez poussé la réflexion et vous avez trouvé. Ça veut dire que ce que vous avez trouvé farfelu au début, vous vous êtes rendu compte qu'on peut toujours faire le lien entre certaines choses. Et vous avez fait ça en quelques minutes. Non, applaudissez-vous, je suis fan de vous. Alors, qu'est-ce qui peut... ça vous montre que vous pouvez, avec la pensée critique, vous poser des questions à chaque fois, remettre en question ce que vous pensez et réaliser qu'on peut aller toujours plus loin que ce qui nous a été dit, plus loin que ce qui nous a seulement été enseigné, plus loin que ce que nous voyons. On peut remettre en question beaucoup de choses parce qu'il y a des perspectives différentes pour chaque chose. Donc, quand vous vous remettez en question, vous enrichissez votre réflexion et ça vous permet de trouver différents scénarios. On était 1, 2, 3, 4, 5 groupes. 5 groupes, chaque groupe est venu avec une réflexion originale de ce point commun et une réflexion différente sur cette énigme que vous avez résolue finalement. D'accord? Alors, on va regarder une autre chose qu'il faut faire lorsqu'on a dans la pensée critique, c'est penser à réellement se demander comment est-ce que je peux identifier les biais cognitifs. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un biais cognitif? Je vais vous expliquer ce que c'est. Un biais, c'est une façon de voir à travers ces filtres mentaux. Vous voyez, chacun de nous, selon nos éducations, selon nos apprentissages, nos études, selon le milieu d'où nous venons, on voit le monde avec un filtre. Je vais prendre un exemple. Vous allez dans une société où il y a des sociétés où, on va dire, les gens ont des 10 trous aux oreilles, c'est leur façon de voir les choses. Mais chez nous, on va trouver ça bizarre. Parce que selon le filtre que nous avons,
La façon dont nous voyons le monde, pour nous, ce n'est pas quelque chose de normal. Alors que le monde est vaste, dans chaque pays, dans chaque village, dans chaque ethnie, il y a des coutumes différentes qu'il faut respecter. Ce n'est pas parce que moi, je ne connais pas ça que les autres n'ont pas le droit de faire ce qui est normal chez eux. C'est comme en Afrique centrale, on mange différentes choses. On mange des vers de palmiste, on mange du crocodile, on mange de la tortue, on mange différentes choses. C'est leur culture. Mais vu d'un biais cognitif, avec un certain biais d'Afrique de l'Ouest, on va se dire, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Mais ça, c'est ton biais, mais eux aussi, ils trouvent que nous, on est fatigants. Tu manges que mouton, poulet, bœuf et puis poisson. Ils se disent, mais vous n'avez pas d'autre viande? C'est juste pour vous expliquer ce que c'est qu'un biais cognitif. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, en tant qu'informaticien, en tant que développeur, il y a des biais qu'on a. De façon, on peut avoir plusieurs biais parce que vous êtes amené à trouver des solutions. Donc, quand je vous dis ça, c'est pour vous aider à challenger votre réflexion. Des fois, quand vous allez être heurté à certaines solutions. Moi, je me rappelle que je passais des nuits à programmer jusqu'au matin. C'était dur, hein? Et c'est ce qui vous attend d'ailleurs. Donc, ce qui est important, il y a le biais de confirmation. Chez les analystes programmeurs, on se dit, on veut confirmer que le bug qu'on a eu, ce bug, c'est toujours ça qui crée ce bug-là. Alors que ça peut être autre chose qui a créé le bug. Parce que non, d'habitude, c'est comme ça. C'est toujours quand j'utilise ça que j'ai le bug là, dans le programme. Donc, c'est un biais de confirmation. Vous devez challenger ça. Ça peut être autre chose ce jour-là. Il y a le biais d'ancrage. La première information qu'on te donne, tu te dis c'est la bonne. La première information, non mais il a dit ça, c'est que c'est ça. Alors que ce n'est pas forcément ça. Parce que c'est la première information que vous avez, vous dites c'est ça la bonne information. Il y a le biais de disponibilité. C'est-à-dire, le biais de disponibilité, c'est ce qui se passe dans ma tête. Lorsque vous avez fait une session avec un des profs, tu peux te réveiller? Coucou, réveille-toi. Hein, je pensais que tu dormais. Non, je n'avais pas vu toi aussi, tu es en cravate, mais vraiment, aujourd'hui, on a beaucoup de cravatés. Donc, lorsque vous avez appris quelque chose de nouveau, une dernière information qui est disponible dans votre mémoire, vous ne challengez pas parce que c'est ce que le prof vous a dit en dernier, alors que ce n'est pas forcément adapté à ce que vous voyez. Et ça nous arrive tous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une information récente. Non, on a dit que, voilà, le prof a dit ça, c'est ce que j'ai en mémoire. Donc, quand on m'amène quelque chose, j'utilise automatiquement cette explication-là. Alors qu'en fait, je dois challenger cette explication, parce que ce n'est pas forcément la bonne réponse. Alors, on va voir un petit peu les compétences de pensée critique. La pensée critique, c'est une compétence qui s'acquiert. Vous avez la possibilité de la développer. Vous la développez comment? En développant votre capacité d'analyse, en regardant les choses de différentes perspectives. La perspective, c'est quoi? Le point de vue différent. Vous avez vu 5 groupes, 5 perspectives différentes pour trouver des points communs entre un lit, un ordinateur et une plante. Et tous les 5 points étaient valides. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de bonne réponse en fait. L'objectif ici, c'est juste le process de réflexion, de challenge. Donc l'analyse, très important d'analyser les informations que vous avez et votre perception. Questionnez vos biais. Est-ce que la décision que je prends ou la réflexion que je mène, est-ce que je ne suis pas pollué par un biais cognitif que j'ai en me disant non, c'est comme ça parce que je l'ai appris comme ça. Ce n'est pas parce que je l'ai appris comme ça que c'est bon. Je dis toujours, les gens les plus dangereux au monde, c'est les gens qui disent quoi? On a toujours fait ça comme ça. Le monde change. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Je ne comprends pas des gens qui disent que non, eux, ils ne peuvent pas utiliser ça. C'est comme les gens, vous vous rappelez quand le cellulaire venait de sortir. Bon, vous n'étiez peut-être pas nés. Nous, on était nés. Quand le cellulaire venait de sortir, il y a des gens qui disent qu'ils ne vont jamais utiliser ça. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont en train d'utiliser. Ils sont serrés, ils utilisent. Parce que tu n'as pas le choix. Le monde évolue et de la même façon que le monde évolue, votre pensée doit évoluer. Vos réflexions vont évoluer. Votre façon de travailler aussi évolue. Donc, votre façon d'aborder le travail doit évoluer. C'est très important, la pensée critique. Tu peux te tenir droite, s'il te plaît? Merci. N'oubliez pas la posture. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas avec moi que vous devez continuer à être comme ça, là. Imaginez, je fais le cours comme vous. La pensée critique,
Ouais, ça vous plaît pas, hein? Donc vous croyez que moi ça me plaît de vous voir comme ça? Ah ben voilà, donc c'est pas juste, il faut être juste. Que vous puissiez mettre en pratique la pensée critique quand quelque chose se présente à vous. Surtout dans votre travail et dans votre mission de développeur. Est-ce que vous avez bien compris ce que c'est que la pensée critique? Oui ou non? Je vous envoie le support. Il y a des exercices dedans que vous pouvez faire pour vous entraîner. Je vous l'envoie tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir... Alors, avant de penser à la prise de décision, on va passer résolution de problème. Qu'est-ce que c'est qu'un problème, selon vous? C'est quoi un problème? Oui, vas-y. Un challenge à surmonter, très bien. Oui, vas-y. Un obstacle qui nous empêche d'avancer, très bien. Oui. Un blocage. Une difficulté, très bien. Je pense que vous avez bien... Combien de fois vous êtes trouvé face... À chaque fois que je suis avec des dirigeants, des managers, ils me disent « J'ai vraiment un problème pour résoudre les problèmes. J'ai besoin d'une méthodologie de résolution de problèmes. » Parce qu'il y a des méthodologies de résolution de problèmes. La résolution de problèmes, s'il y a bien sûr quelque chose. Alors, les objectifs de cette session, c'est de comprendre et appliquer différentes techniques de résolution de problèmes. C'est pouvoir vous donner des outils afin que vous puissiez développer une approche structurée pour identifier, analyser et résoudre efficacement des problèmes complexes. On est informaticien, on est confronté à des problèmes complexes. Le client vient avec, voilà, moi je veux ça. Comment je vais résoudre ça? C'est pas évident. Donc à ce moment-là, il faut décomposer, il faut comprendre. Avec une méthodologie, vous allez pouvoir mieux cerner et mieux régler les problèmes. L'objectif ici, c'est aussi de s'entraîner à travailler en équipe pour formuler des solutions créatives et efficaces. Et c'est ce que vous avez fait tout à l'heure, le fait d'être en équipe. Pourquoi est-ce que je vous mets en équipe? Je vous mets en équipe à chaque fois pour que vous appreniez à travailler en équipe. Et vous vous rendez compte que seul, si tu me dis le lit, la plante et l'ordinateur, voilà, je vais réfléchir jusqu'à demain. Mais comme je suis en équipe, on discute jusqu'à ce qu'on trouve des solutions ensemble. D'accord? Donc la résolution de problèmes, c'est quelque chose qui est très important pour vous dans votre quotidien professionnel de programmeur, parce que tout le temps, vous êtes amené à trouver des solutions, à résoudre des problèmes. C'est votre travail. Votre travail, c'est de résoudre des problèmes. Je viens avec mon problème, je veux une application qui va faire ça, je veux ceci qui va faire ça, eh bien vous devez le résoudre. On est bien d'accord? Voilà. Alors, la première chose, et Einstein l'a dit, il dit, pour pouvoir trouver une solution, il faut bien comprendre le problème. Et on le fera demain en design thinking, vous verrez que définir le problème, c'est le cœur de la résolution de problème. Si ton problème n'est pas bien, c'est plus important de connaître, de comprendre son problème pour pouvoir trouver la solution. Donc la réflexion en amont qu'on a sur la définition de problème est important. Vous êtes des analystes, des développeurs, vous pouvez avoir des problèmes de bugs, des problèmes de sécurité. Quels sont les problèmes qu'on trouve en informatique? Les problèmes récurrents classiques, allez-y. Le bug, oui bien sûr, oui. Je suis dans une classe d'informaticien. Oui, je pose la question. Oui. Les problèmes serveurs, oui. D'autres problèmes? Oui. Comment? Oui, mais ce n'est pas vraiment le problème de l'informaticien, ça. Je parle surtout de l'analyse programmée. Connexion, tout le monde en a. Oui. Incompatibilité des versions utilisées. La perte de données. Les Error 404, oui. Ça, je m'en souviens encore. Mon Dieu, quel cauchemar. Oui. Les erreurs de configuration, tout à fait. Oui. Ces failles de sécurité. J'attendais ça depuis. Oh là là, merci. Les failles de sécurité, la cybersécurité est un vrai sujet aujourd'hui. Des vrais enjeux. Les failles de sécurité, oui. Avoir beaucoup de données à gérer. La gestion de données, d'un grand nombre de données. Comment est-ce que je vais gérer ces données? Oui. La gestion des utilisateurs, absolument, oui. Le manque de logique, ça t'arrive?
Vas-y, explique-moi. Vous pouvez le laisser exprimer sa pensée, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux illustrer, nous expliquer ce que tu veux dire par ça? Dans tes débuts, tu n'utilisais pas de structure. Tu allais comme ça, quoi. Tu causais, tu codais, en fait. Et après, maintenant, tu as un système, un framework. C'est pour ça que l'apprentissage, il y a la différence entre l'apprentissage où on apprend seul et quand on a un apprentissage qui est plus cadré. Et à ce moment-là, ça te permet d'avoir une structure pour pouvoir programmer de façon mieux organisée et plus logique. Je comprends absolument ce que tu veux dire. Merci beaucoup pour ton partage. Quelles sont les méthodes de résolution de problèmes que vous connaissez? Dites-moi, quelle méthode de résolution de problèmes vous connaissez? Vous en connaissez? Oui ou non? Alors, donnez-moi un problème. Donnez-moi un exemple. On va voir. Un programme est en train de planter. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y, donne-nous le problème. D'accord. Oui? D'accord. Ok, je préfère celui-là. On est dans un contexte d'informatique. On reste dans notre contexte? Ça te va? On a une surcharge de serveur. Il y a une première méthode qui s'appelle la méthode des 5 pourquoi. Vous la connaissez? Oui ou non? Voilà. Vous avez vu dans les vidéos que je vous ai envoyées? Les 5 whys. Pourquoi est-ce qu'il y a une surcharge? Pourquoi est-ce que le serveur ne répond pas? Pourquoi est-ce que les données envoyées sont trop nombreuses pour le serveur? Pourquoi est-ce que ce problème arrive maintenant? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à utiliser le serveur aujourd'hui? Donc les 5 pourquoi par rapport à la surcharge du serveur, je me pose les questions et je me dis, tu peux trouver ta solution dans les questions posées. D'accord? Donc si vous posez plusieurs pourquoi, vous allez voir que vous allez pouvoir trouver la racine d'un problème. Vous avez vu ce que j'ai dit? Il y a des solutions dans ce que j'ai dit. Donc, posez-vous 5 fois pourquoi. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Parce que ça peut être, ce n'est pas seulement lié à la surcharge du serveur, mais peut-être qu'il y a une raison pour laquelle, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que le serveur ne répond pas? Au-delà de la surcharge, il y a une raison, peut-être que le problème, c'est le serveur. Ensuite, je reviens vers les données. Pourquoi est-ce que ces données-là font que le serveur ne répond pas? Peut-être que c'est ça le problème, c'est les données, etc. Donc, vous avez la méthode des 5 pourquoi qui va vous permettre d'affiner l'identification du problème. D'accord? Ça vous semble pertinent? D'accord. La deuxième méthodologie, c'est ce qu'on appelle le diagramme d'Ishikawa. Les causes et les effets. Donc, c'est très clair. Il y a un problème. Quelles sont les causes de ce problème? Ok, le serveur est en surcharge. Quelles sont les causes qui peuvent... Tu fais la liste des causes. Voilà les faits. Et tu vas voir toutes les causes pour lesquelles le serveur pourrait planter ou pourrait être en surcharge. Et ça va te permettre d'affiner. Tu vas tester ah non, c'est pas ça, jusqu'à ce que tu trouves la bonne solution. Est-ce que c'est clair pour vous? La méthode, le diagramme d'Ishikawa. Le brainstorming, c'est simple, c'est ce que vous faites. On est en groupe. Pourquoi est-ce que le serveur surcharge? Lui, il va dire ça. Yaya va dire ça. Loïs va dire une autre chose. Maimouna va dire autre chose. Chacun de vous va dire quelque chose. Et comme tout à l'heure, c'est ce que vous faites, c'est ce qu'on utilise ici en permanence, en tout cas dans mon cours, c'est toujours vous mettre en équipe pour vous habituer à travailler avec des autres. C'est très important. Quand on est seul, on peut avoir une idée, mais quand on est 7, 8, il y a de 8 idées. Vous vous rendez compte de la richesse des idées? Alors, les règles du brainstorming, quand même, c'est important. Il y a des règles. Le brainstorming ne se fait pas comme on le fait. On ne juge pas, même si une idée vous a l'air farfelue, ça ne fait rien. Vous prenez l'idée. Il n'y a pas de mauvaise idée ou d'idée bête quand on est en session de brainstorming. On prend toutes les idées. La preuve, je pense que c'est ce que vous avez fait tout à l'heure, et ça vous a amené aux solutions, à trouver des solutions communes. D'accord? Donc, il n'y a pas de jugement dans le brainstorming. On écoute, on encourage au contraire les idées même farfelues, la créativité. On
construit ensuite sur une idée. Quelqu'un dit une idée. Ah, tiens, ce que tu as dit, ça me donne une autre idée. Tiens, je vais faire ça. On construit sur les idées des autres, progressivement. On est bien d'accord. Vous vous rendez compte comment c'est comme ça qu'on arrive à trouver les solutions. D'accord? Et le brainstorming, vous avez vu, comment vous trouvez le brainstorming qu'on utilise depuis qu'on a commencé cette session dans les différentes formations? Comment vous le trouvez? Comment? Oui? Comment vous trouvez le brainstorming? C'est? Est-ce que tu peux utiliser un terme un peu plus élaboré? C'est intéressant, c'est enrichissant. Voilà. N'oubliez pas qu'on est là dans une formation, c'est soft skills. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en formation de prise de parole qu'on ne fait pas attention à sa posture, qu'on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Moi, je suis transversale. C'est mon cours, donc je dois m'assurer que vous êtes dans les bonnes dispositions. D'accord? Utilisez votre... Challengez-vous. Au lieu de dire c'est bien, trouve un mot de vocabulaire qui est plus élaboré. C'est enrichissant. C'est inspirant. C'est formateur. C'est intéressant parce que quelqu'un dit quelque chose. Et on construit sur les idées des autres. Et c'est comme ça que vous avez trouvé vos idées, n'est-ce pas? Il y a un qui dit une chose et puis l'autre va dire « Ah tiens, moi j'ai une idée. » Et puis, plouf, 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 vous allez trouver la solution. Et c'est ça la force du brainstorming. On ne juge pas. Une fois que vous avez toutes les idées, vous allez ensuite faire ce qu'on appelle du tri. Vous allez trier les idées qui sont réalisables, qui sont réalistes, et vous allez supprimer les idées farfelues. Mais laissez les idées venir. Ne bloquez pas quelqu'un en brainstorming en disant « Non, c'est une idée bête. » Il n'y a pas d'idée bête. D'accord? À partir du moment où vous avez utilisé votre cerveau pour trouver une idée, elle n'est pas bête. Elle n'est peut-être pas appropriée à ce moment-là, mais elle est valable et valide. Dans votre contexte, dans le contexte dans lequel vous évoluez ou dans le contexte de la problématique qui vous a été donnée, peut-être que certaines idées ne peuvent pas être utilisées. Donc vous allez les mettre de côté et vous allez vous concentrer sur les 3 ou 4 idées qui sont viables, qui sont raisonnable. À ce moment-là, vous allez réfléchir encore sur la faisabilité de ces idées jusqu'à arriver à l'idée qui est la bonne idée. Et c'est ce que vous avez fait, oui ou non? Voilà. Donc le brainstorming est intéressant. Il y a ce que j'aime aussi, le principe de Pareto. Les causes principales qui génèrent la majorité des problèmes. Alors, la loi de Pareto, c'est la loi du 80-20. Ça veut dire que 20%, 80%, les causes principales, vous connaissez la loi de Pareto? 20% des efforts fournissent 80%. Donc vous connaissez, pourquoi tu dis non? Fournissent 80% des résultats. Et c'est pareil, 20% des causes créent les 80% des effets. Donc quand vous réfléchissez comme ça, des fois vous voyez trop grand, alors qu'en fait, il y a peut-être quelques causes qui créent toujours ces conséquences-là. Toujours dans le cadre de la surcharge, il y a toujours une personne lambda qui est dans son bureau, qui est toujours en train de surcharger le serveur, les 2 ou 3 départements, et vous le savez, vous avez dit, ça c'est encore eux. C'est pour ça que le serveur est surchargé, c'est eux qui subissent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la loi de Pareto, c'est aussi une façon de trouver la solution au problème. Quels sont les outils pratiques pour une résolution efficace? Je vais vous donner d'autres outils. Il y a le mind mapping. Est-ce que vous connaissez le mind mapping? On appelle ça la carte mentale en français. Qui connaît? Très bien. Viens nous expliquer. La carte mentale aide à mettre de l'ordre dans ses idées. Comment est-ce que tu fais une carte mentale? Madame, il y a des outils en ligne pour ça. Je commence par mettre inconnu. Oui, les outils, mais c'est d'abord ton cerveau. Tous les outils sont... Ça, c'est pour t'aider. Mais c'est d'abord là que tout se passe. Parce que l'outil en ligne, il ne va pas te dire ce que tu vas mettre. C'est toi qui dois le mettre. Il faut quand même travailler le cerveau. Utilisez vos cerveaux, je vous en supplie. Parce qu'aujourd'hui, si on suit le monde d'aujourd'hui, on ne va plus utiliser nos cerveaux. Avec l'IA et tout. Donc, vas-y. Donc, on commence par mettre les idées qu'on a en premier sur du papier, peut-être faire des bulles, etc., faire des formes. Et au fur et à mesure, on met tout ce qu'on a en tête sur le papier, on essaie de les relier. Très bien. Très, très belle explication. On essaie de les relier. Donc, on a une idée. Je vais vous donner, par exemple, une idée.
Quand je dis le mot serveur, quels sont les mots qui vous viennent? Merci beaucoup à toi. Et surtout, passe devant la caméra. Quand je vous dis le mot serveur, à quoi vous pensez? Données, d'accord. Ordinateur. Comment? Stockage. Service. Alors, le premier mot, c'est serveur. Sur une carte mentale, on a le mot serveur. Ensuite, vous allez avoir données, stockage, ordinateur, je ne sais pas, service. Données, quels sont les mots qui te viennent avec données? Donne-moi des mots qui viennent. Quand vous dites, je dis données, base de données. Ensuite, API, d'accord. Information, donc ça c'est données. Donc la carte mentale, vous voyez, on a plusieurs branches. Ensuite, service, qu'est-ce que vous avez? Quels sont les mots qui vous viennent? Vous voyez, on a à chaque fois des branches, c'est comme un arbre en fait. Chaque mot, et ça nous permet de développer notre pensée, de développer notre réflexion. Ça nous permet de développer notre réflexion. C'est très important. La carte mentale est un oubli. Vous pouvez regarder en ligne le mind mapping. De toute façon, je vous donne un support. Donc, alors, il y a le prototypage. On va créer quelque chose, une technique pour tester si ça marche. Vous allez tester une technique pour tester si ça marche. Alors demain, en design thinking, on va voir comment est-ce qu'on peut prototyper. On va faire un prototypage, ça va être très intéressant. Le prototypage, vous savez ce que c'est? On teste une technique, on se dit je vais essayer avec ça, et si ça marche, c'est bon, si ça ne marche pas. Si ça marche, ouais, et si ça marche mais il y a un blocage, je vais devoir chercher une autre solution ou améliorer le prototype que j'ai en face de moi, que j'ai créé. Qui connaît l'analyse SWOT? Ouais, vas-y. Menace. Très bien, bravo, merci à toi. Alors, l'analyse SWOT, ça nous permet d'avoir une vision. Quelles sont les forces de ce problème-là? Quelles sont les faiblesses? Quelles sont les opportunités de l'environnement et les menaces de l'environnement? L'analyse SWOT nous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire des choses. Je veux lancer un nouveau produit, un nouveau service, ou alors j'ai mon application, je sais de voir, ok, aujourd'hui, quelles sont les forces de mon application? Quelles sont les faiblesses? Quelles sont les opportunités que mon application a vis-à-vis de mon client? Quelles sont les menaces que mon application crée pour mon client par rapport au travail qu'on m'a donné? Donc, je contextualise dans notre contexte d'informaticien. Est-ce que ça vous parle? Force, faiblesse, opportunité. Ce sont des outils qui vont vous servir dans votre pratique en tant que programmeur, en tant que professionnel de l'informatique. D'accord? C'est clair? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Comment? C'est clair? Quelqu'un a des questions? Il y a quelqu'un qui avait une question. Vas-y, pose ta question. Elle a dit que tu as une question. Elle va me tuer. Ok. Donc, pas de questions. Donc, c'est vraiment des outils que je vous donne. Je vais vous les envoyer. Vous allez pouvoir faire des recherches plus poussées, mais c'est important de savoir qu'ils existent. Vous avez les vidéos. Vous allez voir que tous ces outils, toute cette méthodologie va vous aider dans votre travail quotidien en tant que programmeur et dans vos projets que vous êtes en train de développer actuellement.